Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série des 100. Attention aux spoilers, restez vigilants. Le drame commence avec une guerre nucléaire en 2052 qui a anéanti toute civilisation humaine. Les niveaux de radiation nucléaire de la Terre sont devenus impropres à l'habitation humaine. Heureusement, au moment de l'explosion, 12 nations possédaient déjà des stations spatiales opérationnelles indépendantes. Ces stations spatiales ont ensuite fusionné pour former l'Arche, une grande station spatiale qui existe encore aujourd'hui, soit 97 ans après l'apocalypse nucléaire. Les personnes cherchant refuge sur l'Arche ont été informées qu'elles devraient attendre encore 100 ans avant que la Terre ne soit à nouveau habitable. Cela signifiait qu'elles devraient vivre dans l'espace pendant 4 générations supplémentaires avant de retourner sur leur terre natale. Ce jour-là, une délinquante juvénile nommée Clark a été libérée de prison par un gardien. Elle pensait qu'elle allait être exécutée afin de réduire la population et d'alléger le fardeau de l'Arche. Désespérée de s'échapper, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. Sa mère, le docteur Abigail, médecin-chef, lui a dit qu'elle et les 99 autres délinquants juvéniles seraient envoyés sur Terre. Elle ajouta que c'était sa chance de survivre et que son instinct lui ferait vouloir prendre soin des autres, tout comme son père. Elle avertit sa fille d'être prudente car elle ne pouvait pas supporter de la perdre à nouveau. Le garde tira alors sur Clark avec une fléchette tranquillisante. Lorsque Clark se réveilla, elle se retrouva assise sur un vaisseau spatial antique en direction de la Terre, avec son ami proche Wells assis à côté d'elle. L'écran montrait un enregistrement vidéo du juge Jaha, qui annonçait que les 100 jeunes délinquants étaient envoyés comme cobayes au mont Weather. Si la Terre était jugée survivable, d'autres personnes de l'Arche suivraient. Pendant ce temps, un beau jeune homme nommé Finn profita de l'apesanteur pour flotter au-dessus de Clark et flirter avec elle. Inspirés par lui, 2 autres garçons débouclèrent également leur ceinture de sécurité. Clark leur ordonna de retourner à leur siège, mais avant qu'elle ne puisse finir de parler, le vaisseau spatial commença à chuter rapidement. Wells, dont le père était le juge Jaha, s'excusa rapidement auprès de Clark, lui disant qu'il était désolé pour l'arrestation et l'exécution de son père. Heureusement, le vaisseau spatial atterrit en toute sécurité, mais les 2 prisonniers qui avaient débouclé leur ceinture de sécurité s'écrasèrent contre les rambardes et perdirent la vie. Un grand gaillard nommé Bellamy ouvrit la trappe du vaisseau spatial, et la lumière aveuglante du soleil et l'air frais les frappèrent de manière inattendue. Ces jeunes, qui étaient nés et avaient grandi sur la station spatiale, respiraient pour la première fois l'air frais de la Terre. Cependant, Clark, une carte à la main et les sourcils froncés, ne tarda pas à s'inquiéter. Curieux, Finn se rapprocha d'elle. Clark annonça qu'il avait été largué sur la mauvaise montagne. La montagne là-bas était leur véritable destination, le mont Weather. Sur l'Arche, le docteur Abigail surveilla les données affichées sur les bracelets des prisonniers et sut qu'il avait atterri. Elle découvrit également que 2 des délinquants n'avaient montré aucun signe de vie. Pendant ce temps, au sol, Clark mesurait la distance jusqu'au mont Weather sur la carte. Wells l'informa que le système de communication était déjà endommagé. À ce moment-là, Bellamy et sa sœur Octavia, ainsi qu'un groupe d'autres personnes, s'approchèrent. Il était clair que Bellamy était devenu le chef de facto du groupe. Clark dit à tout le monde qu'il devait se rendre au mont Weather le plus vite possible, car c'est là que se trouvaient les réserves de nourriture. Elle prévint que plus ils attendraient, plus il serait difficile de continuer. Bellamy, cependant, était indifférent, suggérant que Clark et Wells, les privilégiés, devraient aller en éclaireur devant. Clark insista pour que Wells, qui avait une jambe blessée, reste derrière. Elle décida d'explorer le chemin avec Finn, Octavia et 2 autres garçons. Clark remarqua que le bracelet au bras de Finn était plein d'égratignures et l'avertit rapidement de ne pas l'enlever. Elle expliqua que le bracelet envoyait ses signes vitaux à l'Arche. S'il l'enlevait, il penserait qu'il était mort et ne les suivrait pas. En entendant cela, Bellamy commença à élaborer un plan. Le groupe de reconnaissance partit, discutant et riant de bonne humeur tout au long du chemin, à l'exception de Clark, qui était profondément préoccupée. Elle n'avait vu aucun animal sauvage et craignait que les radiations aient rendu la survie des animaux impossible et qu'ils puissent bientôt subir le même sort. Soudain, elle s'accroupit et fit signe à tout le monde de se taire. Un cerf plein de vie apparut devant eux, ce qui les rendit fous de joie. Mais ensuite, le cerf tourna la tête, révélant une mutation choquante. Il lui avait poussé 2 têtes. Le groupe fut stupéfait par ce spectacle. De retour sur l'Arche, la nouvelle se répandit que le juge Jaha avait été abattu. Abigail et son équipe médicale se battirent pour sauver le juge. Le commandant identifia rapidement le tireur. C'était Bellamy, l'un des 100 envoyés sur Terre. Il murmura au juge par intérim, Kane, qu'il pouvait désormais ordonner une réduction de la population. Kane, cependant, insista sur le fait que le moment n'était pas venu et que s'il devait prendre la vie de centaines de civils innocents, il devait suivre les règles strictes. Au même moment, le délinquant Murphy trouva Wells et le provoqua.
Il s'avéra que de nombreux délinquants juvéniles n'aimaient pas Wells parce que leurs parents avaient été jugés par son père, le juge Jaha. Pendant ce temps, Bellamy persuadait tout le monde de retirer leurs bracelets. Le groupe de reconnaissance spécula sur les raisons pour lesquelles l'Arche avait choisi ce moment pour les renvoyer sur Terre. Clark révéla la vérité. Avec le niveau de population actuel, l'Arche ne pouvait se maintenir que pendant environ 3 mois de plus. Leur départ pourrait permettre à l'Arche de durer 1 mois de plus. Clark expliqua que son père était le premier ingénieur à avoir découvert ce problème, mais le conseil, craignant la panique, refusa de le rendre public. En conséquence, son père fut exilé. Alors qu'il approchait d'une petite rivière, malgré les conseils de Clark à Octavia de ne pas entrer précipitamment dans l'eau, la fille têtue ne pouvait pas attendre et sauta pour se rafraîchir. En voyant Octavia dans l'eau, tout le monde commença à se déshabiller, impatient de faire de même. Seul le garçon Jasper remarqua les ondulations dans la rivière. Soudain, un gros poisson chargea vers Octavia. Clark a fait une diversion en poussant un énorme rocher dans l'eau, ce qui a effrayé le poisson, et il s'est rapidement éloigné. Jasper a sauté dans la rivière et a traîné Octavia blessée jusqu'au rivage. Clark a bandé ses blessures, et à ce moment-là, il commençait à faire sombre. Wells a remarqué que sous l'instigation de Bellamy, de nombreux enfants avaient commencé à retirer leurs bracelets. Il a voulu les arrêter, mais a été accueilli par le rejet unanime de tout le monde. Pendant ce temps, sur l'Arche, le docteur Abigail a remarqué que les enfants commençaient à perdre signe de vie un par un. Elle a réalisé que quelque chose n'allait pas, mais n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. À ce moment, Abigail, ayant consommé une surdose de plasma en soignant le juge Jaha, fut arrêtée par le juge par intérim Kane et enfermée dans la même prison où sa fille avait été autrefois. Elle fut touchée de voir les dessins réalistes de Clark dans la cellule. Tard dans la nuit, Clark se réveilla dans les bois silencieux, ébahi par la beauté naturelle de la flore éclatante. Finn lui apporta de l'eau douce de la rivière et ils échangèrent des sourires, développant peu à peu une affection l'un pour l'autre. Bellamy profita du sommeil profond de Wells pour s'approcher et le persuader d'enlever son bracelet. Voyant le refus de Wells, il ordonna à ses partisans de le maintenir au sol et de lui retirer de force son bracelet. Le lendemain, juste avant l'exécution du docteur Abigail, le juge Jaha, serrant sa blessure, arriva juste à temps pour pardonner le crime d'Abigail. Au même moment, le groupe de reconnaissance se préparait à traverser la rivière en se balançant à l'aide d'une longue vigne. Jasper, voulant impressionner Octavia, insista pour passer en premier. Après une lutte psychologique, il réussit. Cependant, les bons moments ne durèrent pas. Alors qu'il ramassait avec enthousiasme un panneau du mont Weather sur le sol et criait, il fut soudainement frappé à la poitrine par une lance. Il semblait qu'il y en avait d'autres ici. Pensant que Jasper était mort, le groupe s'enfuit rapidement dans la forêt. Soudain, le talentueux garçon Monty trébucha sur des os noirs éparpillés. Clark ramassa un étrange crâne parmi eux, se demandant ce que c'était. Puis ils entendirent les cris de Jasper au loin. Voyant qu'il était toujours en vie, tout le monde retourna rapidement sur place, pour découvrir que le corps blessé de Jasper avait disparu. De toute évidence, il avait été emmené par les habitants de la Terre, connus sous le nom de Grunder, qui sont les descendants nés sur Terre d'humains tolérants aux radiations. Bien que les données aient montré que 23 descendants avaient déjà péri, Abigail sur l'Arche a toujours cru qu'il devait y avoir une autre explication au phénomène. Elle était convaincue que ce n'étaient pas les radiations qui mettaient en danger la vie des enfants. Lorsque le juge Théon vit que les signes vitaux de son fils Wells sur l'écran étaient devenus noirs, il fut submergé de chagrin et de regret d'avoir accepté de renvoyer les délinquants sur Terre. Alors qu'il était consumé par l'autoreproche, Kane affirma que la station spatiale était au bord de la destruction et que la Terre était inhabitable, affirmant qu'il était temps d'ordonner une réduction de la population. En entendant cela, Abigail dit instamment au juge Théon de la croire, suggérant que les délinquants, y compris Wells, pourraient encore être en vie. Lorsque Clark et son groupe retournèrent à leur camp, Finn dit à tout le monde qu'il avait été attaqué par les survivants de la Terre et que Jasper avait été capturé. Soudain, Clark remarqua que le bracelet de Wells avait disparu. Murphy révéla avec suffisance qu'il avait réussi à retirer 24 bracelets. Clark devint vraiment alarmé. Le système de survie de l'Arche était en panne, c'est pourquoi ils avaient été envoyés sur Terre. Elle expliqua qu'il avait besoin de savoir si la Terre était à nouveau habitable et que l'Arche avait besoin de leur aide pour lutter contre les Grunder. Elle a dit que retirer les bracelets les tuerait tous. Cependant, Bellamy a continué à inciter les autres, affirmant que Clark était privilégié et avait quelque chose à gagner en venant sur Terre. Il s'est exclamé que les bracelets les avaient rendus prisonniers et qu'en les retirant, ils n'étaient plus prisonniers mais des survivants et des héros. Le discours passionné de Bellamy a été un succès, et les autres ont répondu en accord. Le lendemain, Clark était prête à se lancer dans une mission pour sauver Jasper. Considérant le bien commun, elle a essayé de persuader Monty de rester en lui rappelant ses connaissances et son expérience inestimable acquise en grandissant dans une ferme et en étant recruté par le département d'ingénierie. Pendant ce temps,
Octavia voulait également se joindre à l'équipe, mais son frère Bellamy l'en a empêché. Cependant, Clark a réussi à défier Bellamy et Murphy de rejoindre l'équipe de sauvetage. Avant de partir, Bellamy a demandé à son acolyte de s'occuper de sa sœur. En chemin, Bellamy se préoccupait de trouver comment retirer le bracelet de Clark. Comme elle et Wells étaient les enfants du médecin et du juge, il pensait que si leurs 2 bracelets étaient retirés, les gens de l'Arche pourraient ne pas les suivre, assurant sa sécurité. Néanmoins, Clark était catégorique sur le fait que la seule façon pour l'Arche de croire qu'elle était morte était si elle mourait réellement. Finn, qui était initialement réticent à y aller par peur pour sa vie, s'est finalement porté volontaire pour faire équipe avec Clark. Wells, qui avait toujours nourri des sentiments pour Clark, les regarda partir avec le cœur lourd. Au cours de leur voyage, Finn a discuté de l'attaque du mont Weather, spéculant sur les raisons pour lesquelles les Grunder ont attendu que Jasper traverse la rivière avant de frapper. Il a suggéré que peut-être la rivière était une frontière, indiquant que le mont Weather pourrait être inaccessible. Lorsqu'ils ont rencontré un ruisseau, ils ont été ravis de trouver une source d'eau. Finn tira Clark dans l'eau de manière enjouée, sondant ses motivations en disant qu'elle était désespérée de trouver Jasper parce qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir pu sauver son père. Clark fut gêné par sa perspicacité et se tut. Soudain, elle aperçut des taches de sang sur les rochers près de la rivière. Ils s'approchèrent rapidement et trouvèrent les lunettes de Jasper sur le sol. Les taches de sang fraîche indiquaient qu'il était sur le point de le trouver. De retour au camp principal, Octavia fut attirée dans une forêt onirique par un papillon bleu aux ailes brillantes. L'acolyte trouva Octavia et fut tout aussi stupéfait par la beauté de la scène, et au milieu du décor pittoresque, ils ne purent s'empêcher de s'embrasser. En suivant la trace de sang, le groupe trouva Jasper attaché à un grand arbre, torse nu. Soucieuse de le sauver, Clark faillit tomber dans une fosse pleine de lances, mais les réflexes rapides de Bellamy la sauvèrent de la chute. Puis, une panthère bondit soudainement de la jungle, que Wells abattit rapidement, fournissant de la nourriture pour la soirée. Au même moment, une réunion du conseil se tenait sur l'Arche. Kane et 2 autres membres du conseil insistèrent pour réduire la population afin de prolonger leur temps de survie. Le juge Théon fut déchiré et choisit de s'abstenir lors d'une impasse de vote. C'était intentionnel, pour gagner 10 jours de temps au docteur Abigail. Kane quitta la réunion mécontent. Plus tard, sous le couvert d'un couple, Abigail rechercha Raven, une mécanicienne talentueuse. Abigail révéla à Raven que le système de survie de l'Arche était défaillant, c'est pourquoi ils avaient envoyé les 100 délinquants sur Terre. Elle expliqua qu'elle devait prouver dans les 10 jours que la Terre était propice à la vie. Sinon, ils commenceraient à réduire la population de l'Arche, entraînant la mort de 320 personnes innocentes. Abigail demanda à Raven de l'aider à réparer une capsule de sauvetage antique dans les 9 jours, afin qu'elle puisse également aller sur Terre. Raven, désireuse de retrouver son bien-aimé Finn, accepta de l'aider, mais à une condition. Elle accompagnerait Abigail sur Terre après les réparations. L'équipe de secours est revenue au camp principal au crépuscule, portant Jasper et une panthère trophée. Finn a remis à Clark un ornement fait maison, ce qui l'a ravi. Pendant ce temps, d'autres enfants ont choisi de survivre en retirant leurs bracelets et en les échangeant contre de la nourriture avec Bellamy. Bellamy, cependant, a découvert la romance de son acolyte avec sa sœur, Octavia. En guise de punition, il a pendu son acolyte à un arbre, ignorant qu'un Grunder masqué rôdait à proximité, surveillant tout. Tard dans la nuit, une petite fille s'est réveillée d'un cauchemar. Clark, comprenant la douleur d'être banni par ses parents, est allé la réconforter et l'encourager. Le lendemain, Octavia a cherché à raviver sa relation avec l'acolyte, mais son attitude avait changé. S'en rendant compte, elle a affronté son frère, Bellamy. Pendant ce temps, des cris d'agonie résonnaient d'en haut alors que Clark utilisait un couteau chauffé pour couper la partie infectée de la blessure de Jasper, le faisant s'évanouir de douleur. Malgré les divers doutes des autres, Clark était inébranlable. Elle raconta à Octavia qu'elle avait passé sa vie à regarder sa mère médecin soigner les malades et qu'elle pouvait voir qu'il y avait encore de l'espoir. Octavia la crut et décida de rester aux côtés de Jasper. 1 an plus tôt, il avait été révélé que le père de Clark avait découvert une défaillance systémique dans le système de survie de l'Arche et avait préconisé d'en informer tout le monde à bord. Sa femme, Abigail, était en total désaccord, craignant que cela ne provoque la panique et ne conduise à leur bannissement. Elle l'exhorta à suivre les instructions du conseil et à ne pas agir de manière imprudente. Mais il pensait que les résidents de l'Arche avaient le droit de connaître la vérité. Clark avait entendu cette conversation et, inquiète pour son père, s'était confié à son ami Wells, qui avait promis de garder le secret. Cependant, peu de temps après, Clark avait regardé, impuissante, les gardes faire irruption dans sa maison et avait été témoin du moment traumatisant où son père avait été exilé dans l'espace. En revenant au présent, Clark avait découvert que les Grunder avaient appliqué un produit aux propriétés antibiotiques sur la blessure à la poitrine de Jasper, suggérant qu'il n'était peut-être pas aussi hostile qu'on le pensait au départ.
Wells examina la substance sur la blessure de Jasper et informa Clark qu'il s'agissait d'un type d'algue qui se développe dans l'eau qui coule doucement, s'attache aux pierres et a une teinte rougeâtre plutôt que verte. Réalisant qu'il avait besoin de cette algue pour soigner la blessure de Jasper, Clark, Wells et Finn s'aventurèrent dans la forêt pour la chercher. En chemin, Finn tomba sur une vieille voiture enterrée profondément dans le sol, apparemment vieille d'un siècle. Sans avoir le temps de l'examiner de plus près, Clark les exhorta à continuer, soulignant l'urgence des blessures de Jasper. Pendant ce temps, Bellamy et son équipe allèrent chasser dans la forêt. Soudain, une hache faillit toucher une petite fille qui les avait suivis. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas supporter les cris de douleur déchirants de Jasper, alors elle les suivit dans les bois. Bellamy lui tendit un couteau et l'invita à se joindre à la partie de chasse. Lorsque Clark, Wells et Finn atteignirent la rivière, Wells leur montra les algues et Clark pataugea avec empressement dans l'eau pour en ramasser un gros morceau. Juste à ce moment-là, un klaxon retentit et un essaim d'oiseaux gravola vers eux. Alors qu'ils s'interrogeaient sur le bruit, un énorme nuage en forme de champignon apparut à l'horizon, tournant rapidement vers eux. Les trois coururent pour sauver leur vie et réussirent à plonger dans la vieille voiture qu'ils avaient trouvée plus tôt, juste au moment où le brouillard jaune était sur le point de les engloutir. Au même moment, Bellamy et son groupe rencontrèrent également le brouillard jaune. Bellamy tira rapidement la petite fille dans une grotte pour se cacher. Malheureusement, l'acolyte de Bellamy trébucha et tomba derrière, ses cris noyés par le gaz toxique terrifiant. Dans la grotte, la petite fille s'endormit et fit un autre cauchemar. Pour la réconforter, Bellamy lui dit que chaque fois qu'elle avait peur, elle devait saisir le couteau qu'il lui avait donné, dire part à ses peurs et qu'en tuant les démons dans son esprit, elle pourrait dormir paisiblement. De retour dans la voiture abandonnée, Clark, toujours ivre, déversa son ressentiment sur Wells, l'accusant de l'avoir trahi et d'avoir provoqué l'exécution de son père. Rempli de culpabilité, Wells admit avoir fait une erreur, mais cela ne fit que l'énerver davantage. Elle exigea une explication, à laquelle Wells répondit qu'il ne pouvait pas lui en donner. Sentant la tension, Finn intervint pour calmer les deux parties, mais Clark resta catégorique, incapable de lui pardonner. Wells, sentant qu'il ne pouvait pas la faire changer d'avis, se mit à boire en silence. Pendant ce temps, de retour au camp, Jasper gémissait de douleur à cause de son coma, irritant Murphy, qui était sur le point de le faire taire pour de bon. Cependant, Monty, qui réagit rapidement, et Octavia réussirent à sécuriser la porte avec une barre de fer juste à temps, sauvant Jasper du danger. Le lendemain matin, alors que le brouillard empoisonné commençait à se dissiper, le trio sortit de la voiture. Finn, sentant un possible malentendu entre Clark et Wells, suggéra à Clark qu'il y avait peut-être plus dans l'histoire de Wells qu'elle ne le pensait. Clark se montra trop sévère envers Wells, qui hésitait toujours quand on évoquait son père. Wells lui demanda si elle était certaine que c'était lui qui avait dénoncé son père et s'il était le seul à savoir. Clark fut momentanément abasourdi par cette révélation lorsqu'un cri retentit au loin. C'était la petite fille qui avait trouvé le corps de l'acolyte, ravagé par le brouillard toxique et au bord de la mort. Dans une douleur extrême, l'acolyte supplia Bellamy de mettre fin à ses jours. D'abord hésitante, la petite fille tendit le couteau à Bellamy, mais il ne put se résoudre à le faire. Clark évalua les blessures de l'acolyte et détermina qu'il n'y avait aucun espoir. Elle fredonna une douce mélodie, prit le couteau des mains de Bellamy et mit rapidement fin à la vie de l'homme. La petite fille assista à la scène de près. Au crépuscule, le groupe retourna au camp de base en portant le corps de l'acolyte. Octavia eut le cœur brisé à la vue de son cadavre, et refusant d'écouter les explications de son frère, se retira dans sa chambre. Lorsque Bellamy apprit que Murphy avait déjà essayé de tuer Jasper, il fut furieux et faillit en venir aux mains avec lui. Dès que Clark monta à l'étage, elle prépara un remède à base d'algues et d'eau bouillante, qu'elle administra à Jasper. Elle réconforta Octavia, l'exhortant à ne pas être trop attristée par la mort de l'acolyte. Clark rechercha alors Wells, plaidant pour la vérité. Elle réalisa que c'était sa propre mère, le docteur Abigail, qui avait informé le conseil de son père, et non Wells. Clark lui demanda pourquoi il ne lui avait pas dit la vérité plus tôt. Wells répondit calmement qu'il ne voulait pas lui faire de mal et pensait que c'était ce que les amis étaient censés faire. Submergé par la culpabilité, Clark fut soulagé lorsque Wells lui dit qu'il lui avait déjà pardonné. Le malentendu fut enfin dissipé, et les deux amis s'embrassèrent, résolvant leur querelle sans autre conflit. Les antibiotiques faits maison firent effet et Jasper se réveilla enfin, plaisanta avec ses amis avant de se rendormir. Alors que l'aube commençait à poignarder, la petite fille s'approcha de Wells, lui disant qu'elle avait trouvé un moyen de mettre fin au cauchemar. Soudain, elle sortit un poignard et l'enfonça dans le cou de Wells, puis coupa 2 de ses doigts, en criant que son père avait tué les siens. Elle pensait que le seul moyen de mettre fin au cauchemar était de tuer le démon qui était en elle. Elle fredonna la même berceuse que Clark avait utilisée et, juste après avoir dissipé le malentendu, Wells était mort une victime innocente d'une erreur tragique.
Clark s'agenouilla devant la tombe de Wells, submergé par les souvenirs. Elle dit à Finn que c'était sa mère qui avait informé le conseil de son père, mais que Wells avait choisi de la laisser le haïr pour la protéger. Clark sentit qu'il était peut-être temps pour sa mère de vivre la douleur de la perte. En signe de défi, elle retira son bracelet, espérant que Monty pourrait l'utiliser pour tenter de rétablir le contact avec l'Arche. Le docteur Abigail découvrit bientôt que l'écran de sa fille était devenu noir. Retenant ses larmes, elle se mentit à elle-même, se disant que sa fille n'était pas morte, mais seulement que le bracelet fonctionnait mal. Plus tard, Abigail s'approcha de Raven, l'exhortant à accélérer les réparations. Raven la réconforta, suggérant que Clark avait peut-être enlevé son bracelet comme les autres enfants. Elle informa Abigail qu'elle pourrait réparer la capsule de sauvetage aujourd'hui si elle pouvait trouver un régulateur de pression. Pendant ce temps, les jeunes sur Terre étaient occupés à construire une clôture pour leur camp. Un garçon voulait faire une pause et boire de l'eau, mais Murphy l'insulta en urinant derrière lui, ce qui le rendit furieux. Octavia et Jasper marchaient dans la forêt lorsqu'ils tombèrent sur les doigts coupés de Wells. Clark examina le couteau retrouvé sur le sol, remarquant qu'il était fait de métal provenant du vaisseau de transport, ce qui indiquait qu'un membre des Cent, et non un habitant de la Terre, avait tué Wells. Elle remarqua rapidement 2 lettres sur le couteau, les initiales du nom de Murphy. Ignorant les tentatives des autres pour l'arrêter, Clark décida de l'affronter. Elle confronta Murphy, qui nia tout acte répréhensible, mais ses méfaits passés lui avaient déjà valu des ennemis, et sans alibi, il était sans défense. Le garçon sur lequel il avait uriné saisit l'occasion pour rallier le groupe afin de bannir Murphy, et beaucoup furent d'accord. Voyant la situation échapper à tout contrôle, Clark paniquait et criait que ce n'était pas son intention, mais qu'il était trop tard. Ceux qui avaient été intimidés par Murphy s'unirent, le plaquèrent au sol, le bâillonnèrent et le battirent. Ils le pendirent même à un arbre, dans l'intention que Bellamy l'exécute. Murphy implora la clémence, et bien que Bellamy ait ses griefs, il fut influencé par les cris de la foule et jeta le tabouret sous Murphy. Juste à ce moment, Finn arriva, tentant d'intervenir, mais le chaos était trop grand. À ce moment critique, la véritable coupable, la petite fille, accablée de culpabilité, avoua avoir tué Wells. Clark coupa rapidement la corde et libéra Murphy, mais il était implacable, exigeant l'exécution de la petite fille. À part ses complices, personne ne répondit. Bellamy essaya de protéger la petite fille et exhorta Murphy à la laisser partir. Murphy fit semblant d'être d'accord mais lança ensuite une attaque surprise, assommant Bellamy et faisant irruption dans la tente avec son complice. Heureusement, Clark et Finn agissaient rapidement, emmenant la petite fille et courant dans la forêt. La petite fille essaya de tenir la main de Clark mais fut rejetée. Bien que Clark ait eu l'intention de protéger la fille, elle ne pardonnait toujours pas ses crimes. Les cris de Murphy se rapprochaient, alors tous les 3 se cachèrent en toute hâte dans une vieille voiture que Finn avait trouvée plus tôt. Pendant ce temps, Raven informa Abigail qu'elle ne pouvait pas décoller ce jour-là en raison de l'absence d'un régulateur de pression. Abigail prit un risque, échangeant de la morphine avec un revendeur du marché noir pour obtenir le régulateur. Clark et ses compagnons descendirent dans la voiture, qui avait beaucoup d'espace, manifestement préparée par Finn depuis un certain temps, même équipée de crayons et de peinture pour que Clark puisse dessiner. Après que la petite fille se soit endormie, Clark commença à se blâmer, pensant que si elle n'avait pas affronté Murphy, rien de tout cela ne serait arrivé. Ils comprenaient tous les deux la situation difficile de la petite fille, sachant que Murphy ne laisserait pas les choses aller facilement. Mais la petite fille entendit leur conversation. Lorsque Clark se réveilla, la petite fille était déjà partie. Elle réveilla rapidement Finn pour la chercher. Heureusement, Bellamy la trouva en premier, mais la petite fille, ne voulant plus être un fardeau, ignora ses supplications et attira délibérément l'attention sur elle, prête à affronter son sort. Pendant ce temps, Abigail tendit le régulateur de pression qu'elle avait obtenu à Raven, l'exhortant à l'installer rapidement. Bientôt, son assistante l'informa que Cain était arrivé au centre médical, avait compté la réserve de morphine et était maintenant en route pour l'appréhender. Abigail réalisa alors que le trafiquant du marché noir l'avait trahi. Raven mentionna qu'il ne leur restait que 20 minutes avant que la capsule de sauvetage ne puisse être lancée, mais Abigail n'avait plus de temps. Elle tapota l'épaule de Raven, la suppliant de se rendre seule sur Terre. Une fois qu'elle aurait trouvé le groupe d'enfants, elle devait faire un signal, sinon 300 personnes innocentes sur l'Arche mourraient. Raven la regarda avec inquiétude, mais Abigail lui fit transmettre son amour à sa fille sur Terre. Bellamy a emmené la petite fille au bord d'une falaise. Clark a exhorté tout le monde à se calmer et à discuter. Mais Murphy l'a soudainement attrapé, l'utilisant comme otage pour l'échanger contre la petite fille. Clark a crié, suppliant la fille de ne pas s'approcher, mais la petite était déterminée. Elle ne voulait plus être un fardeau, et à la surprise générale, elle a sauté de la falaise derrière elle. Bellamy était dévasté, déchaînant sa colère sur Murphy. Clark est intervenu, l'exhortant à arrêter,
disant qu'ils ne pouvaient pas décider qui vit ou meurt et qu'ils devaient établir des règles ensemble. Elle a proposé d'exiler Murphy. En conséquence, Bellamy a exilé Murphy du camp, lui interdisant de revenir. Finn rendit son couteau à Murphy, lui conseillant de l'utiliser pour se défendre. De retour sur l'Arche, Abigail était à la porte de l'atelier d'usinage, retardant Cain, qui était venu demander justice. Après avoir installé le régulateur de pression, Raven découvrit que la pièce était défectueuse. Elle décida d'enfiler une combinaison spatiale et de prendre un risque. Alors que Cain s'apprêtait à arrêter Abigail, la capsule de sauvetage de Raven s'était déjà détachée de l'Arche. Clark et son groupe retournèrent au camp principal, annonçant l'exil de Murphy, qui ne reçut aucune objection. Au même moment, la tentative de communication de Monty avec l'Arche avait échoué, et pire, elle avait détruit les bracelets de tout le monde. Finn, désespéré, monta dans une vieille voiture, évacuant sa frustration. Clark le réconforta. Dans un élan d'émotion, ils s'embrassèrent et devinrent intimes. Une fois la passion retombée, Clark dit à Finn qu'elle était tombée amoureuse de lui. La nuit tombée, deux personnes se trouvaient dans la forêt dense sous la pénombre du crépuscule, plongées dans un moment d'intimité. Soudain, elles aperçurent ce qui semblait être un météore, mais il s'agissait en fait d'une capsule de sauvetage qui traversait le ciel nocturne. Tout le monde au camp l'avait clairement vu aussi, et était visiblement excité. Cependant, Bellamy ordonna au groupe d'attendre, malgré leur tardive, et partit enquêter le lendemain matin. Octavia n'était pas d'accord, arguant que les gens à moins de 160 km auraient vu l'objet tomber, et que si les terriens le trouvaient en premier, cela pourrait signifier des ennuis. Elle insista pour qu'il parte immédiatement, mais son frère Bellamy le leur interdit. De retour sur l'Arche, le juge Théon rendit visite à Abigail dans sa cellule, lui expliquant qu'en raison d'un dysfonctionnement de l'Arche, les indices environnementaux comme l'oxygène avaient rapidement diminué, provoquant des étourdissements et d'autres problèmes parmi les gens. Les médecins étaient débordés. En conséquence, le conseil lui avait accordé une permission spéciale pour travailler à l'extérieur de la prison en attendant son procès. Abigail apprit également qu'il y a 3 heures, le conseil avait adopté à l'unanimité un décret visant à réduire la population de 320 personnes, qui seraient exécutées dans 12 heures. Abigail les supplia d'attendre la réponse de Raven avant de prendre une décision aussi drastique, mais le juge ne fut pas d'accord. Sur Terre, Clark et Finn se dépêchèrent de retourner au camp, mais découvrirent que, malgré les ordres de Bellamy demandant à tout le monde de rester sur place, il avait lui-même disparu. Ils sentirent que quelque chose n'allait pas et se dirigèrent vers la capsule de sauvetage tombée. Clark supposa que Bellamy devait se diriger vers la radio, car il avait toujours été déterminé à empêcher les gens de l'Arche d'apprendre qu'il était toujours en vie depuis l'atterrissage. Comme prévu, Bellamy était en effet parti seul dans la forêt à la recherche de la capsule de sauvetage. À ce stade, Octavia le suivit secrètement par nécessité. Bellamy avoua à sa sœur qu'il avait précédemment tiré sur le juge Talent pour la protéger, acceptant un accord de quelqu'un en échange d'un billet aller simple pour la Terre. Octavia, incapable d'accepter cette révélation, s'enfuit confuse, et sur le chemin du retour, elle roula sur le flanc d'une colline et tomba inconsciente. Cain trouva le juge et lui expliqua les détails de l'opération de réduction des effectifs. Afin de maintenir l'ordre public, il avait prévu de faire passer la réduction pour un accident. Le juge Théon décida de confier une grande responsabilité à Cain, car Théon avait décidé de se sacrifier aux côtés des gens de la section 17. Il pensait que Cain pouvait adhérer à des principes. L'Arche pourrait avoir besoin de plus de gens comme lui. Bellamy atteignit la capsule de sauvetage avant tout le monde, trouvant Raven inconsciente. Au final, il ne put se résoudre à lui faire du mal. Il coupa la radio d'appel de Raven et jeta l'appareil dans la rivière. Finalement, Raven se réveilla ensanglanté. Au moment où Clark arriva, Raven sortait de la capsule, et comme toute personne arrivant sur Terre, elle était en extase. En voyant son petit ami Finn, elle n'hésita pas à l'embrasser en utilisant sa langue. Clark fut abasourdi, réalisant seulement alors que ces deux-là étaient le vrai couple. Elle était en conflit, face à Finn, qui avait tout risqué pour retrouver sa petite amie sur Terre. Raven dit à Clark que c'était à cause d'elle qu'il avait eu l'intention de descendre ensemble, mais qu'il était trop tard. Le conseil votait pour savoir s'il fallait tuer 300 personnes pour économiser de l'oxygène pour l'Arche. Elle courut vers la capsule de sauvetage, seulement pour découvrir que la radio avait disparu. Clark comprit rapidement que Bellamy devait être impliqué. Pendant ce temps, Abigail a trouvé le juge Talent et s'est opposée à sa décision de mourir auprès de la section 17, l'accusant d'avoir fui sa responsabilité et de ne pas avoir fait de son mieux. Après avoir dit ce qu'elle pensait, Abigail est retournée dans sa chambre et a risqué de rendre publique une vidéo enregistrée par elle. Son mari, elle a informé les résidents de l'Arche que dans 12 heures, 320 personnes seraient sacrifiées pour prolonger l'approvisionnement en oxygène à moins qu'ils n'agissent. À ce moment-là, Cain et la police ont fait irruption dans sa chambre. À ce moment-là, Clark et son groupe avaient également trouvé Bellamy.
En entendant son nom, Raven a révélé que Bellamy avait tiré sur le juge Théon, mais a précisé que le juge n'était pas mort. Clark a persuadé Bellamy qu'il n'était pas un tueur. Il avait agi par nécessité pour protéger sa sœur, et c'était sa véritable identité. Maintenant, il avait la chance de sauver plus de 300 vies. Ils ont demandé où se trouvait la radio, et le groupe l'a suivi jusqu'à la rive à sa recherche. Finn prit un moment seul avec Clark pour lui expliquer qu'il ne s'attendait pas à revoir sa petite amie, Raven. Clark répondit que son refus de retirer son bracelet signifiait qu'elle avait encore de l'espoir, et qu'elle comprenait. Ils finirent par trouver la radio, mais Raven n'était pas sûr qu'elle puisse être réparée. Le simple séchage des pièces prendrait une demi-journée. Pourtant, elle eut une idée. Ils n'avaient pas besoin de parler à l'Arche, ils avaient juste besoin de leur faire savoir qu'il était toujours en vie. À l'extérieur du conseil, une foule s'était rassemblée. Un homme a demandé une audience à Abigail, affirmant que sa fille était l'une de ses patientes. Il lui a dit qu'il avait regardé la vidéo et qu'il s'était porté volontaire pour aller à la section 17, affirmant que sa fille devenait aveugle et qu'il pourrait l'aider. Il s'est retourné et est parti. Puis, l'un après l'autre, des volontaires sont arrivés, ont déposé leur badge d'identification et sont partis en silence. Personne n'avait anticipé cette tournure des événements, et tout le monde était profondément ému. Sur Terre, les jeunes du camp, menés par Raven, s'activaient à préparer l'Arche. Raven avait prévu d'envoyer des fusées éclairantes pour signaler à l'Arche que la Terre était habitable et que les sangs étaient toujours en vie. Elle dit à Clark que sa mère l'aimait toujours, mais Clark hésita avant de répondre, incertain que ce soit vrai. Sur l'Arche, Quinn trouva le juge Talon et lui tendit la liste finale des volontaires, qui était bien plus longue que le nombre de personnes prévues pour la réduction des effectifs. Le juge déclara que la vidéo avait touché les émotions les plus profondes des gens et demanda à Quinn de s'en souvenir en tant que nouveau juge. Il se leva alors, prêt à se diriger vers la section 17, mais Quinn le persuada de rester et le rétablit dans ses fonctions de juge. Les volontaires entrèrent dans la section 17 avec calme, choisissant le sacrifice de soi pour leurs proches et pour la survie de beaucoup d'autres. Ils attendirent calmement la mort imminente tandis que le juge coupait à contre-cœur l'oxygène de la section 17. Mais à ce moment-là, les délinquants au sol étaient prêts et allumèrent les fusées éclairantes. Il était encore trop tard, les gens de la section 17 avaient déjà cessé de respirer. Octavia se réveilla dans la forêt silencieuse et découvrit un terrien qui la regardait. Abigail était déprimée à l'idée de tous ces volontaires qui s'étaient sacrifiés pour les autres, et le juge aussi. Il apporta une boisson pour réconforter Abigail, disant qu'il avait fait le meilleur choix possible. Maintenant, il ne pouvait qu'espérer le pardon de Dieu. Mais à ce moment-là, ils virent les fusées éclairantes traverser l'espace la nuit. Bellamy ne parvenait pas à trouver sa sœur nulle part dans le camp, alors il rassembla tous les hommes valides, les arma, alluma des torchets et ils s'aventurèrent dans la forêt pour chercher Octavia. Finn trouva Clark et dit qu'il se souciait de Raven, mais qu'il ne pouvait pas arrêter ses sentiments pour elle. Clark regarda Finn, incertain de ce qu'il devait dire. Puis, tout le monde commença à regarder la belle pluie de météores dans le ciel. Clark dit tristement, « Ce n'est pas une pluie de météores mais un enterrement. Ce sont des centaines de corps qui sont renvoyés sur Terre. » Il semble que les gens de l'Arche n'aient pas reçu leur message. Elle pensait que la priorité était de trouver un moyen de communiquer avec l'Arche. S'il le faisait, il ne pourrait pas le faire. Raven, découragé, demanda comment il pourrait le réparer puisque l'émetteur était brisé. À ce moment, Clark se rappela du refuge qu'elle et Finn avaient trouvé, qui pourrait avoir les pièces dont ils avaient besoin. Finn semblait mal à l'aise lorsque Clark suggéra cela, et Raven semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Octavia se réveilla et, avec sa jambe maintenant recousue, elle sortit de la grotte à la faible lumière de la lune. Pendant ce temps, Bellamy et les autres prenaient un risque énorme en entrant sur le territoire des terriens à sa recherche. Clark emmena Raven au refuge pour chercher les pièces nécessaires. Là, elle découvrit le petit cerf que Finn avait fabriqué pour elle à la main. Clark essaya de rester léger, en disant que lors de leur premier jour sur Terre, ils avaient vu un cerf à 2 têtes. Raven fit remarquer que Finn avait toujours le don de trouver la beauté dans l'inattendu. Avant de partir, Raven emmena le petit cerf avec elle. Au lever du jour, Bellamy et son groupe continuèrent leurs recherches dans la forêt. L'un de leurs coéquipiers fut silencieusement pris en embuscade par les terriens, sa gorge tranchée et son corps jeté d'un arbre. Soudain, plusieurs terriens apparurent comme de nulle part, leur présence fantomatique et fugace. Maintenant, leur seule option était une fuite désespérée. Après avoir couru pendant un moment, Bellamy s'arrêta, exaspéré de fuir. Il dit que les terriens devaient savoir où se trouvait Octavia. Jasper et Finn s'arrêtèrent également. Dans le chaos, l'un de leurs hommes tomba dans un piège. Une fourche en acier lui transperça la poitrine, une fin tragique qui laissa une coéquipière, une fille, si effrayée qu'elle se mouilla et s'enfuit, terrorisée. Entendant les cris de poule de la fille, Octavia regarda autour d'elle avec frénésie.
Un terrien l'attrapa soudainement par derrière et lui couvrit la bouche pour l'empêcher de faire du bruit. Bientôt, Octavia vit une autre fille empalée à la poitrine par une lance. Elle comprit que ce terrien n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Il lui avait sauvé la vie 2 fois. Ne résistant plus, elle laissa le terrien la ramener à la grotte. À sa grande surprise, il ne s'intéressait pas à elle et se contenta de l'enfermer. Ses cris et ses supplications restèrent vains. Un autre ami perdu, Finn réalisa que les terriens jouaient avec eux. Ils auraient pu tous les tuer, mais au lieu de cela, ils les ont attirés ici délibérément. À ce moment-là, Jasper perdit son sang-froid et cria aux terriens, les défiant de venir le tuer. Il est vrai que plusieurs terriens apparurent et se précipitèrent vers eux. À ce moment critique, le son d'une corne de brume retentit au loin. Les terriens abandonnèrent étonnamment leur poursuite et s'enfuirent, mais Finn réalisa que le brouillard toxique approchait. Il invita tout le monde à se mettre à l'abri sous les bâches qu'ils transportaient. Cependant, le brouillard attendu n'est jamais arrivé, et à la place, ils ont trouvé un terrien séparé du groupe, alors ils ont décidé de le suivre tranquillement. De retour de l'abri, Raven était maussade et perdue dans ses pensées, serrant le petit cerf. Elle confronta Clark, lui demandant si Finn avait fait cela pour elle. Clark, se sentant lésée, répondit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher et qu'elle ne savait même pas que Raven existait à ce moment-là. À ce moment, le terrien retourna dans la grotte et s'accroupit à côté d'Octavia avec inquiétude, mais fut pris au dépourvu quand Octavia balança une chaîne, le frappant à la tête. Bellamy et les autres entrèrent alors dans la grotte et libérèrent Octavia de ses chaînes. Octavia, dans l'intention de protéger le terrien, exhorta son frère à partir rapidement. Cependant, Bellamy, enragé, avait l'intention de le tuer. Octavia supplia son frère, insistant sur le fait que le terrien ne lui avait pas fait de mal. Juste à ce moment, Finn remarqua un objet sur le terrien et se pencha pour regarder de plus près, mais fut pris par surprise lorsque le terrien l'attaqua avec un poignard, le poignardant dans la poitrine. Bellamy n'était pas de taille face au terrien, et alors que leur défaite semblait certaine, Jasper assomma le terrien par derrière, sauvant Bellamy du désastre. Ils se précipitèrent vers le camp où Clark examina la blessure de Finn et dit que seule sa mère pouvait le sauver. Elle encouragea Raven à réparer rapidement la radio pour contacter le docteur Abigail. Bellamy, cependant, ne comprenait pas pourquoi sa sœur était si protectrice envers le terrien. Octavia lui dit que le terrien lui avait sauvé la vie, mais Bellamy se moqua d'elle et la corrigea, affirmant que c'était lui qui l'avait sauvée et que le terrien avait seulement voulu l'utiliser comme appât. Il reprocha ensuite à Octavia d'être intervenue, ce qui, selon lui, avait conduit à la blessure de Finn. Cela déclencha une violente dispute entre eux. Dans le passé, Bellamy avait été chargé par sa mère de protéger Octavia. Depuis son enfance, afin de contrôler la population, l'Arche n'autorisait qu'un seul enfant par famille. Cependant, leur mère a secrètement donné naissance à Octavia, qui a ensuite grandi cachée sous le plancher. Octavia était désespérée de partir et de voir le monde au-delà de sa porte. Sa chance s'est finalement présentée lorsqu'un bal masqué a eu lieu sur l'Arche. Bellamy, alors stagiaire en sécurité, a profité de sa position pour emmener Octavia assister au bal. Elle a vu l'immensité de l'univers pour la première fois, sa joie étant indescriptible. Cependant, au milieu du bal, alors que les gens étaient invités à retirer leurs masques, elle fut découverte. Le commandant l'enferma et sa mère perdit la vie pour avoir violé la politique de l'enfant unique. 1 an plus tard, le commandant s'approcha à nouveau de Bellamy, lui offrant une arme et une place sur le vaisseau de transport vers la Terre pour lui et sa sœur, mais seulement s'il tuait le juge Théon, qui finit par être grièvement blessé. De retour au présent, une tempête est imminente et la vie de Finn ne tient plus qu'à un fil, provoquant un tourbillon d'émotions chez Clark, tandis que Raven tente d'entrer en contact avec l'Arche par radio dans l'espoir d'obtenir une assistance médicale du docteur Abigail. Au milieu de son procès devant le Conseil, l'expertise médicale d'Abigail la sauve de l'exécution, mais au prix de son siège au Conseil. Soudain, une cacophonie de signaux annonce la réception de la transmission de Raven par l'Arche, à la grande joie des deux parties. Abigail, émue aux larmes par la voix de sa fille, est incitée par le juge à s'enquérir du bien-être des centaines. Clark révèle l'habitabilité de la Terre, mais pleure la disparition de Wells. Le juge Théon lutte pour réprimer son chagrin en apprenant la mort de son fils. Pendant ce temps, Abigail guide sa fille dans le traitement de Finn depuis l'infirmerie de l'Arche. Finn a de la chance. Sa plèvre est intacte et le soulagement de Raven est palpable. Dans le camp, les hommes de Bellamy font venir un terrien d'une grotte, déterminés à extraire des informations pour venger leurs camarades tombés au combat. Octavia plaide en faveur du terrien, lui attribuant le mérite de lui avoir sauvé la vie et niant tout meurtre, mais Bellamy reste sceptique, déterminée à en découvrir plus. L'ancienne juge Diana s'approche de Théon, lui suggérant une mauvaise gestion dans son département et lui proposant son aide. À ce moment-là, un assistant a simulé un schéma pour l'extraction du poignard de Finn, avertissant que tout faux pas pourrait sectionner une artère. Abigail donne confiance à sa fille,
qui se prépare à retirer le poignard, mais Finn se réveille. Elle le rassure, demande à Raven de le maintenir au sol et continue. Un tremblement de terre perturbe la procédure, déracinant des arbres et brisant les murs du vaisseau, faisant tomber tout le monde au sol. Après cela, Clark découvre que le poignard a été retiré avec succès et soigne la blessure de Finn, mais ce dernier développe de la fièvre. Abigail demande à sa fille de rester vigilante et de signaler toute complication. Elle souhaite une conversation privée, que sa fille repousse, nourrissant toujours du ressentiment envers sa mère. Au deuxième étage du vaisseau, Bellamy interroge le terrien, mais il n'y a aucun bruit. Le garçon, Miller, découvre une boîte en métal contenant des fioles de liquide et un carnet. La réaction du terrien lorsque Bellamy tend la main vers le carnet suggère un désir de garder son contenu caché. À l'intérieur, des croquis du terrien montrent une fille identifiable comme étant la sœur de Bellamy, Octavia, et le camp des Centaines avec des annotations pour 102 et 10 frappés, signifiant leur perte. Choqué, Bellamy réalise qu'ils sont sous surveillance depuis leur arrivée. Cain, confronté à la survie des Centaines, fait face à une profonde culpabilité. Un homme, prétendant avoir perdu sa femme, l'assaille, exigeant des réponses. L'intervention opportune du juge, avec des renforts, promet la révélation de la vérité à tout le monde. L'état de Finn se détériore et il a des convulsions, de la mousse à la bouche et une respiration rapide alors que la tempête coupe la communication radio, les laissant isolés. Clark en déduit que les symptômes de Finn sont un empoisonnement dû au poignard. Elle confronte le terrien, exigeant un antidote, mais elle est accueillie par le silence. En tendant la boîte en métal à Clark, Bellamy demande quelle fiole contient l'antidote. En l'absence de réponse, Bellamy se résout à fouetter le terrien avec une ceinture, qui reste stoïquement silencieux. Pendant ce temps, le juge Théon avait convoqué tous les dirigeants de la station spatiale pour assister à une réunion. Il s'était excusé auprès de tous pour avoir caché la vérité et avait ensuite annoncé que la Terre était bel et bien habitable. Cependant, l'homme agité de tout à l'heure ne se laissa pas facilement apaiser. Cain exprima sa profonde tristesse pour la perte de son propre fils, ce qui contribua à calmer la situation. À ce moment-là, Diana s'avança, réconfortant ses employés et aidant à stabiliser la situation. Le juge offrit alors à Diana le siège du conseil qu'Abigail avait laissé vacant. En réalité, il s'agissait d'un stratagème de l'homme qui s'était entendu avec Diana à l'avance pour forcer la main du juge. L'état de Finn empirait de minute en minute, et malgré la punition sévère, le terrien refusa de coopérer. Voyant cela, Octavia ramassa le poignard empoisonné par terre et se coupa le poignet. Son intuition lui dit que le terrien ne resterait pas là à la regarder mourir. Alors elle s'agenouilla, désigna les fioles sur le sol et demanda finalement l'antidote. Après avoir administré l'antidote à Finn, Raven sortit chercher de l'eau. En regardant Finn inconscient, Clark était au bord des larmes quand soudain la voix de sa mère résonna à nouveau dans la radio. Elle félicita sa fille pour sa compétence, mais quand elle mentionna le père de Clark, le ressentiment longtemps enfoui de Clark éclata, disant que c'était sa mère qui avait dénoncé son père, mais Wells lui avait fait croire que c'était son fait pour qu'elle ne déteste pas sa mère. Abigail, de l'autre côté, était en larmes. Elle voulait expliquer à sa fille, mais Clark éteignit la radio avec colère. Puis Octavia s'approcha du terrien et essuya ses blessures, s'excusant auprès de lui. De manière inattendue, le terrien lui saisit la main et dit « Merci ». Octavia fut surprise qu'il comprenne l'anglais. Finn se réveilla enfin, regardant tendrement Clark et la félicitant pour le sauvetage. Clark appela Raven épuisé, lui disant que Finn était réveillé et avait besoin d'elle. À bord de l'Arche, le Conseil avait accepté l'inclusion de Diana et avait officiellement déclaré le voyage de retour. Cependant, il y a actuellement plus de 2000 personnes à bord de l'Arche, alors que le navire de transport ne peut en transporter que 700. Pendant ce temps, les membres du Conseil de l'Arche appellent Clark par vidéo, l'informant qu'il existe une station de sauvetage spatiale non loin du camp, ce qui pourrait aider la Centaine à survivre à l'hiver. Plus tard, le juge conseille à Clark de pardonner à sa mère, mais y parvenir est plus facile à dire qu'à faire. Un jeune tueur à gages est sur le point de parler avec sa mère lorsque soudain le visage du commandant apparaît à l'écran. Il a obtenu une place pour la mère du tueur à gages sur le vaisseau de transport et lui a arrangé un travail comme levier, en ordonnant au tueur à gages d'éliminer Bellamy dès que possible. Du côté de Bellamy, il a emballé des provisions et est parti avec Clark à la recherche de la station de sauvetage. Le tueur à gages, avec un poignard dissimulé sur lui, les suit furtivement. Bellamy étant parti, Octavia en profite pour prendre de l'eau et de la nourriture à l'étage. Elle nettoie soigneusement les blessures du terrien, qui lui dit s'appeler Lincoln et exprime son souhait d'être rappelé par elle après sa mort. Raven veut se réconcilier avec son petit ami, alors elle ravale sa fierté et fait le premier pas. Finn veut parler, mais Raven évite le sujet, et il s'en mêle bientôt les muscles. Le tueur à gages a du mal à trouver une occasion de frapper. En un rien de temps, Clark et Bellamy trouvent la station de secours,
où Bellamy est ravi de découvrir une cache d'armes et de munitions. Maintenant, avec des armes améliorées, ils n'ont plus besoin de craindre les lances terrestres. Il apprend à Clark à manier une arme et l'encourage à s'entraîner. Clark sent que quelque chose ne va pas avec Bellamy, se rappelant comment il a emballé beaucoup de fournitures dans son sac à dos, la posture de quelqu'un qui prévoit de s'échapper. Bellamy ne le nie pas, disant que l'arche arrive bientôt et qu'il n'a pas le choix. Il est anxieux, croyant que le juge Théon ne le laissera pas s'en tirer facilement. Il dit à Clark de continuer à s'entraîner au tir à l'intérieur pendant qu'il sort pour se vider la tête. À ce moment-là, Jasper s'approche nerveusement d'Octavia, affirmant avoir vu des terriens dans le camp, mais quand Octavia vérifie, il n'y en a aucun. Il s'avère que Jasper a mangé des noix avariées, ce qui lui a fait avoir des hallucinations. Saisissant l'occasion, Octavia fait semblant d'être amicale et tend un paquet de noix à Miller, qui surveillait le terrien Lincoln. Dans la forêt, Bellamy a également des hallucinations. Il vit le juge serrer son ventre en sang, cherchant à se venger. Fallon réprimanda Bellamy pour sa cruauté et pour toujours utiliser sa sœur comme excuse. Il accusa Bellamy d'être responsable du sacrifice inutile des 320 âmes de l'arche. En pleurs, Bellamy protesta qu'il ne savait pas que cela arriverait. Tandis qu'il parlait, les 320 âmes perdues commencèrent à l'encercler, et Bellamy courut pour sauver sa vie, effrayé. Clark n'était pas non plus immunisé. Elle ne pouvait plus viser correctement et avait en quelque sorte tordu son propre pistolet. Dans un état second, elle se retrouva de nouveau en prison avec son père qui s'approchait par derrière. Ils s'embrassèrent, mais elle réalisa bientôt que tout cela n'était qu'une hallucination, peut-être parce que son père lui manquait tellement. Même en sachant que ce n'était pas réel, elle baissa sa garde et dit à son père qu'elle faisait de son mieux, mais que c'était trop difficile avec tout le monde dépendant d'elle. Son père la réconforta, lui disant qu'il comprenait les difficultés, que sa mère l'aimait beaucoup et qu'elle devrait essayer de lui pardonner. Tandis qu'il parlait, sa voix changea. C'était le tueur à gages qui l'avait frappé à la tête par derrière. À ce moment-là, le camp était dans le chaos le plus complet. Après avoir consommé les noix avariées, tout le monde avait des hallucinations à divers degrés, y compris Miller. Octavia profita de la confusion pour aller à l'étage et couper les cordes qui liaient Lincoln. Elle l'aida à se changer pour pouvoir courir le plus loin possible. Avant de partir, Lincoln embrassa Octavia pour lui dire au revoir, plein de réticence. Finn était sobre et vit le terrien tenter de s'échapper mais ne l'arrêta pas. Au lieu de cela, il fit signe avec ses yeux à Lincoln de se dépêcher. Bellamy, hanté par les 320 âmes qu'il avait imaginées, sortit une arme et supplia Théon de lui accorder la mort. Soudain, tout disparut et le tueur à gages se tint devant Bellamy, tirant un coup de feu qui s'avéra être à blanc. Bellamy tendit la main vers sa propre arme, mais ne trouva rien. Heureusement, Clark arriva juste à temps, pointant son arme sur le tueur à gages, qui l'exhorta à poser son arme et avoua que le commandant l'avait envoyé pour tuer Bellamy. Bellamy révéla alors tout à Clark, y compris l'ordre du commandant de tuer le juge Talon. Alors que le tueur à gages tirait sur Clark, elle esquiva rapidement. À cet instant, Bellamy se jeta sur le tueur à gages, et les deux se battirent. Bellamy saisit la douille vide et poignarda le tueur à gages dans le cou, ce qui l'empêcha de respirer. Un Bellamy ému s'exclama que sa mère lui avait toujours appris à être une meilleure personne, et qu'il se sentait comme un monstre pour ce qu'il avait fait. Clark le réconforta en lui disant qu'il l'avait sauvé aujourd'hui et qu'il avait besoin de lui pour survivre. S'il voulait être pardonné, elle lui pardonnait, mais il ne pouvait plus s'enfuir, il devait revenir avec elle. Au crépuscule, Miller remarqua finalement que le terrien avait disparu au milieu de la panique. Bellamy et Clark retournèrent au camp avec leur butin de guerre. Bellamy a annoncé au reste des 100 qu'il commencerait l'entraînement aux armes à feu le lendemain. Si les terriens venaient vraiment, ils devaient être prêts au combat. Ensuite, Bellamy a drapé une couverture sur les épaules de sa sœur, disant qu'il essayait d'obtenir son pardon et qu'il n'allait nulle part. Clark a lancé un appel vidéo avec le juge Talon, arguant que Bellamy était l'un d'eux et qu'il n'aurait pas pu survivre jusqu'à ce jour sans lui. Elle a plaidé pour que les crimes de Bellamy soient graciés. Bellamy a dit au juge que c'était le commandant qui lui avait donné l'arme et qui avait voulu le tuer. Ainsi, Bellamy a obtenu la clémence, et un sourire de soulagement s'est répandu sur son visage pour la première fois depuis longtemps. Le commandant a été rapidement arrêté, mais Diana a rendu visite à ses subordonnés et a mis en scène le suicide du commandant en utilisant du verre brisé avant de partir. Ce jour-là, le groupe sur Terre a célébré le jour de l'unité avec les gens de l'Arche. Cependant, Octavia profita de l'occasion pour s'échapper alors que le juge terminait son discours et que les enfants s'avançaient pour jouer. La tragédie frappa. Une forte explosion se produisit juste à l'endroit où se tenait le juge. La mère de Caïn fut touchée par un morceau de métal volant et succomba à ses blessures. Après le choc initial, Caïn réalisa qu'il s'agissait d'une attaque préméditée visant le juge et les conseillers. Le juge Théon survécut parce qu'il avait raccourci son discours, mais les autres conseillers, à part Diana, étaient morts ou blessés. Enragé,
le juge ordonna à Cain de renforcer la sécurité du vaisseau de largage et de capturer le coupable à tout prix. Un espion fit alors son rapport à Diana, qui décida de charger immédiatement le vaisseau de largage afin de saisir le vaisseau de retour. Sur Terre, Octavia suivit la piste de Lys laissée par Lincoln et trouva sa grotte. Ils ne purent s'empêcher de devenir intimes et de transpirer. 2 minutes plus tard, comme prévu, ils finirent et sortirent de la grotte pour trouver Finn, qu'il avait suivi de manière inattendue. Finn rendit à Lincoln le couteau qu'il avait enfoncé dans sa poitrine. À l'intérieur de la grotte, Finn vit la corne de brume et dit que c'était Lincoln qui l'avait fait retentir pour sauver leur vie. Lincoln l'admit, mais il fut intrigué par la visite de Finn. Finn suggéra que s'ils pouvaient vivre en paix, il y aurait peut-être encore de l'espoir. Le vaisseau devait arriver sur Terre dans 2 jours, et il ne pouvait pas empêcher les nouveaux venus de faire la guerre aux Terriens. Cependant, s'il voyait que les 2 camps vivaient en paix, peut-être que la paix pourrait perdurer. Finn voulait que les dirigeants des 2 camps négocient pour arrêter l'effusion de sang. Lincoln accepta de rechercher le chef des Terriens. Cain, sur l'Arche, se préparait activement pour le voyage de retour tout en enquêtant sur le coupable de l'attentat. Diana vint le voir et lui dit que le terroriste responsable de la pose de la bombe s'était rendu à elle. Finn se précipita vers le camp et trouva Clark, lui disant qu'il avait organisé une rencontre pour elle avec les Terriens. Clark était d'abord confus, mais Finn continua à expliquer qu'il venait juste d'être avec le Terrien qu'il avait retenu dans le vaisseau de transport. Si les Sky People et les Terriens voulaient arrêter le massacre et vivre en paix, ils devaient être assez courageux pour le tenter. Finn n'était pas d'accord avec la demande de renfort de Clark. Il pensait que s'il voulait parler, il devait faire entièrement confiance à l'autre partie. Clark était d'accord en surface, mais a secrètement parlé du plan à Bellamy et lui a demandé de les suivre avec des armes pour leur protection. Une fois que tout fut prêt, Clark et Finn partirent, avec Bellamy et les 2 autres les suivant discrètement. Sur l'Arche, Cain se précipita vers la prison pour juger personnellement le suspect de l'attentat. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que ce soit un piège. Un garde jeta Cain et son assistant au sol et les enferma dans la salle d'interrogatoire. Plusieurs sections de l'arche avaient perdu de l'électricité et la température avait chuté, menaçant de geler de nombreuses personnes à mort. Théon était affolé et ordonna aux ingénieurs de lever le verrouillage et d'évacuer les résidents. Il réalisa alors que la section de la prison où se trouvait Cain avait également perdu de l'électricité. Théon arriva juste à temps pour sauver Cain et son assistant. Ils comprirent enfin qu'il s'agissait d'un coup d'État. C'était l'ancienne juge Diana qui détournait l'électricité dans l'intention de prendre le contrôle du vaisseau de retour. À ce moment-là, Diana avait déjà ouvertement conduit ses subordonnés à l'action, annonçant que ceux qui ne lui seraient pas fidèles seraient enfermés à l'extérieur de la trappe de service. Elle se précipita vers l'arche, ordonnant la fermeture de la trappe et le lancement du protocole de lancement. À l'aube, Finn et Clark arrivèrent au lieu de rendez-vous convenu avec les Terriens. En voyant sa sœur embrasser passionnément Lincoln, Bellamy comprit enfin comment Lincoln s'était échappé. Bientôt, la chef des Terriens, Anna, arriva à cheval, menant 2 subordonnés. Comme prévu, Finn fut surpris qu'il ait accepté de venir sans armes, mais Clark était beaucoup plus calme que lui. Clark offrit courageusement sa main au chef. Cependant, Anna s'est montrée conflictuelle dès le début, accusant les 100 d'avoir lancé des bombes incendiaires qui ont rasé l'un de leurs villages et les qualifiant d'envahisseurs. Elle a accusé les Sky People d'avoir capturé les Terriens et de les avoir torturés. Elle a même affirmé que les Sky People avaient déclenché une guerre dont ils ne savaient pas comment mettre fin. De retour sur l'Arche, le vaisseau spatial avait été complètement chargé. Théon et son groupe essayaient d'ouvrir la trappe pour empêcher le lancement du vaisseau spatial. À seulement 2 minutes du lancement, le suspect de l'attentat a découvert Abigail cachée sur le pont. Ils avaient besoin d'un médecin, alors Diana a essayé de persuader Abigail de revenir sur Terre avec eux. Cependant, Abigail était déterminée à rester et à partager le sort de l'Arche. Soudain, elle s'est précipitée pour déverrouiller la porte de la trappe. Bien que les négociations ne se soient pas déroulées sans heurts, Clark faisait toujours de son mieux pour parvenir à un consensus avec les Terriens. Elle a fait valoir que non seulement des soldats mais aussi des agriculteurs, des médecins et des ingénieurs descendraient, et qu'ils pourraient s'entraider. Alors que les négociations commençaient à s'améliorer, Jasper aperçut soudain les archers terriens embusqués dans les arbres à travers sa lunette. Dans un accès d'émotion, il tira imprudemment avec son arme et tua l'un des archers, provoquant l'échec des négociations. Sentant le danger, Clark et son groupe, couverts par Bellamy, coururent vers leur camp à toute vitesse. Pendant ce temps, sur l'arche, l'impasse continua jusqu'à ce que la trappe soit finalement fermée. Cain ramena Théon vers l'arche et le vaisseau de transport fut lancé. Finn avait le cœur brisé, ne s'attendant pas à ce que Clark se méfie autant de lui et ait secrètement appelé des renforts. À ce moment-là, Clark et Bellamy virent le vaisseau de transport de retour dans le ciel nocturne, mais il descendait trop vite, sans avoir le temps de ralentir, et il explosa au loin, créant un énorme nuage en forme de champignon. En voyant cela,
Clark fut dévasté et s'effondra au sol. Le lendemain, la centaine se rendit sur le lieu du crash pour enquêter. Anxieusement, Clark chercha les restes de sa mère. Soudain, Raven cria pour l'arrêter car elle vit le carburant résiduel du crash. C'est un liquide qui peut exploser au contact d'une flamme nue, ce qui rend dangereux de rester dans la zone. Bellamy appela immédiatement tout le monde à évacuer. À la tombée de la nuit, Octavia vit une fleur de lys s'insérer dans un arbre et ressentit une vague de joie secrète en elle. Elle savait que c'était un signe laissé par Lincoln, signifiant qu'il était là. Juste à ce moment-là, quelqu'un déclencha le fil d'alarme du camp. Elle courut au premier plan pour vérifier, et à sa grande surprise, l'intrus s'avéra être Murphy, qui avait été précédemment capturé par les terriens et avait subi de graves tortures. Bellamy était toujours troublé par la mort de la petite fille, voulant tirer sur Murphy. Finn et Clark intervinrent pour l'arrêter. Clark s'approcha de Murphy et voyant ses doigts mutilés et ses ongles arrachés, elle fut convaincue qu'il ne mentait pas. Elle plaida en faveur de Murphy, suggérant qu'il attende qu'il se rétablisse et obtienne des informations sur les terriens avant de le chasser. Plus tard, Clark entra dans une tente pour essayer de contacter Raven sur l'Arche par radio, mais fut choqué de voir du sang couler dans ses yeux. Peu de temps après, d'autres membres commencèrent à montrer des symptômes similaires, notamment des crachats de sang. Clark réalisa qu'il s'agissait peut-être d'une maladie contagieuse et se dépêcha de trouver Murphy. Il prétendit qu'il s'était réveillé et avait trouvé sa cage déverrouillée et sans surveillance, alors il s'était échappé. Clark comprit que les terriens avaient intentionnellement laissé Murphy partir dans le cadre d'une attaque biologique. Elle se précipita dans la tente et dit à Bellamy que la vengeance dont il s'inquiétait était arrivée. C'était ça, et Murphy était l'arme. Clark décida de mettre en quarantaine tous ceux qui avaient été en contact avec Murphy, à commencer par Octavia, qui fut la première à interagir avec lui. Bellamy, inquiet, courut vers la tente de sa sœur, mais Octavia ne montra aucun signe d'infection. Plus tard, Clark laissa secrètement Octavia sortir pour trouver Lincoln et obtenir un antidote. Cependant, Lincoln révéla qu'il n'y avait pas de remède contre le virus, qui avait une durée de vie courte. Certaines personnes étaient naturellement immunisées, et les terriens utilisaient cette méthode pour alléger le fardeau sur le champ de bataille. Sous l'interrogatoire d'Octavia, Lincoln révéla que les terriens prévoyaient d'attaquer à l'aube. Octavia le supplia d'aider son peuple, mais Lincoln dit qu'il avait déjà essayé. Son propre peuple le considérait désormais comme un traître. Il voulait emmener Octavia pour traverser la mer de l'Est et chercher refuge auprès d'autres tribus, mais elle ne pouvait pas supporter de voir son frère et d'autres se diriger vers une mort certaine. Elle insista pour retourner au camp pour les avertir, puis revenir pour trouver Lincoln afin qu'ils puissent partir ensemble. À présent, les gens du camp mouraient du virus, et le nombre de personnes infectées augmentait rapidement. Tout le monde était paniqué et sur le point de perdre le contrôle. Clark tira 3 coups de feu dans le ciel et déclara que les terriens attendaient juste de les voir se retourner les uns contre les autres pour ne pas avoir à lever le petit doigt. Elle était épuisée et presque en train de s'évanouir lorsque Finn la rattrapa, avec Raven regardant tout se dérouler. C'est alors qu'Octavia revint, disant à tout le monde qu'il n'y avait pas d'antidote. Les terriens n'utilisaient pas le virus pour tuer, mais pour réduire leurs pertes pour leur assaut de l'aube. La foule éclata de chaos en entendant cela. Clark regarda Finn, lui demandant de prendre ceux qui étaient encore en bonne santé et de quitter le camp pour se sauver, mais Finn refusa de faire ce qu'on lui demandait. Finn partagea ensuite son plan pour faire exploser le pont avec tout le monde. Murphy dit qu'en revenant du camp des terriens, il avait croisé un pont. Le virus se propagerait rapidement, et bien que la destruction du pont n'arrêterait pas l'attaque, elle pourrait ralentir les terriens, donnant une chance à davantage de leurs chasseurs. Raven se rendit ensuite sur le lieu du crash du vaisseau spatial et récupéra soigneusement suffisamment de carburant pour faire exploser le pont, le ramenant au camp. Elle montra à Bellamy et Finn comment fabriquer la bombe. Finn décida de placer la bombe lui-même, avec Bellamy prêt à tirer. Cependant, juste à ce moment-là, le nez de Bellamy commença à saigner, et sachant qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche, il demanda à Jasper de prendre sa place pour tirer. Bientôt, Bellamy toussa du sang et fut transporté dans le vaisseau de débarquement. Octavia resta anxieusement aux côtés de son frère, essuyant son sang et promettant de le protéger. En utilisant ses muscles maigres, les frères et sœurs abandonnèrent leur rancune passée et cessèrent d'être en colère les uns contre les autres. Mais lorsque Finn alla chercher les explosifs, il découvrit que Raven avait disparu. Elle s'était secrètement dirigée vers le pont. Finn, affolé, attrapa Jasper et ils coururent tous les deux pour la rattraper. Pour empirer les choses, Raven était également infectée. Elle utilisa ses dernières forces, titubant avec son corps fatigué. Le son des tambours de guerre résonna. Les terriens se déplaçaient à travers la forêt en direction du pont. Finn aperçut sa petite amie sur le pont non loin devant. Raven avait réussi à installer la bombe, mais s'était effondrée d'épuisement. Elle ordonna à Jasper de préparer l'arme pendant que Finn se précipitait vers le pont. La vision de Raven était floue et, avec difficulté,
elle pointa l'arme vers le baril d'explosifs. Finn l'atteignit finalement juste avant l'arrivée des terriens, aidant Raven à descendre du pont. Jasper était si nerveux qu'il se planta, ratant tir après tir. Pour empirer les choses, il se trouva à court de balles au moment même où la situation semblait désastreuse. Monty arriva avec une arme et, encouragé par lui, Jasper toucha finalement le baril d'explosifs. Une explosion massive s'ensuivit, envoyant un nuage gris en forme de champignon dans le ciel. Ils avaient réussi leur plan. Octavia revint à la grotte, les larmes aux yeux. Elle rendit le carnet de croquis à Lincoln car elle avait décidé de ne pas partir. Elle allait se tenir aux côtés de son frère et des autres contre les terriens. De retour au camp, les héros furent accueillis à bras ouverts. Raven décida d'affronter sa relation avec son petit ami. Elle ôta son collier, le rendit à Finn et retint son chagrin et sa réticence en mettant fin à leur relation. De manière inattendue, alors que Clark et Bellamy discutaient de l'octroi d'un pardon à Murphy, Murphy profita de la distraction pour tuer cruellement le garçon qui était malade et avait autrefois plaidé pour le bannissement de Murphy. 2 jours s'étaient écoulés depuis que le pont avait explosé et le virus se dissipait enfin. Le camp retrouvait son calme habituel, mais Clark et Bellamy pensaient que cette peine n'était que temporaire, anticipant le retour des terriens. L'Arche avait perdu tout contact et Clark supposait que sa mère était morte sur le vaisseau de retour, les laissant sans aucun espoir de sauvetage. Finn entra dans la tente de Raven pour s'excuser, mais Raven souhaita du bonheur à Finn. Soudain, un incendie éclata dans le barbecue du camp. Heureusement, personne n'a été blessé, mais toute la nourriture stockée a été détruite. Le groupe n'eut d'autre choix que de repartir à la chasse. Clark, Finn et un petit garçon partirent ensemble. En voyant Finn partir avec Clark, Raven ressentit un pincement de jalousie. Elle fit ses bagages pour sortir seule, mais fut arrêtée par Bellamy. Il loua son intelligence et sa créativité, et avec ses encouragements, Raven eut l'idée de créer des talkie-walkie pour transformer leur combat en solo en un effort d'équipe. Cain se réveilla sur l'Arche et commença à chercher d'autres survivants. Il trouva rapidement l'assistant de l'ingénieur en chef, dont le bras était coincé dans une porte. Cain alla chercher une hache et réussit à ouvrir la porte, le libérant. Les 2 hommes poursuivirent ensuite leur chemin avec des lampes de poche dans l'obscurité, trouvant d'autres survivants en chemin. Cain remarqua de l'air froid provenant de la climatisation, signe que quelqu'un devait être dans le centre de contrôle. Cependant, à leur arrivée, ils trouvèrent le passage bloqué par une porte à pression scellée. L'assistant réussit à se connecter à l'interphone du centre de contrôle, et bien sûr, le juge Théon et les ingénieurs étaient à l'intérieur. Ils avaient choisi de sacrifier leur chance de s'échapper pour essayer de rétablir le courant dans le réfectoire. Le juge ordonna à Cain de conduire les survivants au réfectoire et de les oublier, mais Cain refusa d'abandonner. Les survivants se joignirent tous à la bataille, poussant la porte pressurisée du passage d'attente et sauvant le juge et les ingénieurs évanouis. La gratitude emplit le cœur de Théon alors qu'il regardait Cain et les autres. Dans la forêt, Clark et Finn trouvèrent des marques de griffes distinctes et réalisèrent qu'ils étaient la proie. Le petit garçon venait de se lever lorsqu'il fut frappé par 2 flèches rapides. Clark et Finn se préparèrent à courir mais furent assommés par les terriens. Dans un état second, Clark vit la chef des terriens, Anna, et ses 2 subordonnés. Ils furent emmenés dans une grotte où Anna libéra les liens de Clark et lui ordonna de soigner son camarade, menaçant que si le patient mourait, elle tuerait Finn. Clark était nerveuse, mais Finn croyait en elle. Anna révéla que son camarade était sur le pont lorsqu'il fut détruit, accusant les gens du ciel. En entendant cela, Clark et Finn ressentirent un sentiment de culpabilité. Le soir, les chasseurs du camp revinrent, mais il n'y avait aucun signe de Finn. Raven était extrêmement inquiète, et Murphy a remué le pot en disant que Finn était sorti avec Clark, ce qui n'a fait qu'agiter davantage Raven. Elle est allée à la tente de Bellamy et a commencé à se déshabiller, lui jetant son corps lourd. Incapable de résister à la tentation, Bellamy et Raven ont fini par avoir un moment intime ensemble. Ailleurs, l'état de la camarade d'Anna a pris une tournure brutale. Après l'avoir soulevée, ils n'ont entendu aucun mouvement d'air dans son poumon gauche. Clark en a déduit que du liquide comprimait son poumon malgré l'absence de blessure visible. Les conséquences d'une explosion avaient frappé sa poitrine, et sans chirurgie, la fille se noierait bientôt dans son propre sang. Clark a donc fait une incision et inséré un tube dur pour soulager la pression dans sa cavité thoracique. Cependant, Anna ne faisait pas confiance à Clark et l'a repoussé. Finn a essayé de la protéger mais a été projetée au sol. À ce moment-là, la fille a développé une forte fièvre. Clark savait qu'elle était infectée, et seuls les médicaments pouvaient la sauver, mais il n'y avait rien à portée de main. Il était impératif de lui faire une transfusion sanguine immédiatement, mais il n'y avait pas d'outils appropriés à disposition. De retour à bord de l'Arche, l'assistant a découvert que la trappe de maintenance avait été scellée manuellement de leur côté avant le lancement. Cela signifiait que quelqu'un se trouvait dans la baie de maintenance à ce moment-là, et qu'il y avait peut-être encore une chance de survie.
Qu'un demanda d'urgence comment s'y rendre. L'assistant suggéra qu'il pouvait réparer le puits, mais l'ingénieur en chef dit qu'il était situé juste en face de la chambre de combustion, sans alimentation électrique pour soutenir le système de refroidissement, ce qui rendait la température à l'intérieur très élevée. Pourtant, Ken était déterminé. Endurant la chaleur intense, il lutta pour traverser le puits de réparation, et après avoir installé la batterie, la trappe s'ouvrit, révélant Abigail inconsciente. Sur Terre, Finn réussit finalement à aiguiser une aiguille. La situation étant critique, il offrit son bras pour une transfusion sanguine afin de sauver la camarade d'Anna, mais c'était un pas trop tard. La fille avait cessé de respirer. Anna s'avança, coupa une des tresses de la fille et ordonna à ses subordonnés de transporter le corps. Elle ordonna froidement que Finn soit emmené à l'extérieur pour être exécuté. Clark, en pleurs, supplia Anna de ne pas blesser Finn, disant qu'elle avait fait de son mieux, mais Anna ne lui prêta aucune attention. Le terrien qui gardait Clark lui dit qu'il voulait la recruter pour travailler pour eux, et révéla également que les fondateurs lanceraient une attaque à grande échelle le lendemain. D'un geste rapide, Clark le distraya et, le prenant au dépourvu, lui trancha la gorge avec un scalpel. Après qu'il se soit effondré, elle en profita pour s'échapper. À ce moment-là, tous les chasseurs étaient revenus, mais le trio de Clark manquait toujours à l'appel. Tout le monde prit des talkie-walkie et se dirigea vers la forêt pour chercher. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne trouvent le garçon blessé par une flèche, qui les informa que Clark et Finn avaient été capturés par les terriens. Raven était dévasté, et en même temps, Monty avait également perdu le contact. Clark courut sauvagement à travers la forêt sombre, pour finalement tomber dans une embuscade terrienne et finir suspendu à un arbre. Fallon rassembla les survivants de l'arche dans la cafétéria et dit à tout le monde que dans 51 heures, toute vie sur l'arche prendrait fin. Il annonça que le rationnement alimentaire serait levé, espérant que tout le monde pourrait passer les derniers moments de sa vie en paix. Anna captura Clark en fuite et la ramena. Un soldat endurci nommé Tristan des Terriens arriva dans la tribu d'Anna, prit le contrôle de ses troupes et transmit les ordres de leur commandant selon lesquels ils avanceraient vers le camp des envahisseurs à l'aube. À un moment critique, des incendies furent aperçus au loin. Ils dirent avec tension que les faucheurs arrivaient. Tristan ordonna alors à Anna de tuer Clark et de le rejoindre près de la rivière. À ce moment-là, un imposant terrien portant un masque de crâne ramassa la chaîne sur Clark, l'assomma et sortit un couteau. Dans le camp, le petit garçon était allongé sur un lit de malade, voulant de l'eau, mais pendant que Bellamy sortait chercher de l'eau, Murphy s'est faufilé, a mis un sac en plastique sur la tête du garçon et l'a étouffé à mort parce que le petit garçon avait un jour préconisé de tuer Murphy. À ce moment-là, Jasper descendait par hasard les escaliers. Murphy, désormais démasqué, menaça Jasper avec une arme et exigea le talkie-walkie, mais Jasper utilisa le talkie-walkie pour envoyer un message à Bellamy. Murphy ferma rapidement la trappe et menaça Bellamy par talkie-walkie, lui disant que s'il essayait de jouer au héros, sa vie serait finie. Du côté de Clark, elle se retrouva vaguement assise sur le dos d'un cheval cahotant. Après être descendu, l'homme masqué la détacha par surprise, à sa grande surprise. Finn n'était pas mort. L'homme masqué s'avéra être Lincoln déguisé, et pour sauver leur vie à tous les deux, Lincoln avait tué son propre peuple. Le signal de sauvetage précédent était également l'œuvre de Lincoln. Sans délai, Lincoln conduisit immédiatement Clark et Finn dans la forêt et leur fit signe d'entrer dans un tunnel, en disant que s'ils allaient par là, ils devraient pouvoir atteindre le camp avant Tristan. À ce moment-là, Anna les rattrapa, criant le nom de Lincoln avec rage et lui tirant des flèches folles. Sur l'arche, le docteur Abigail faisait toujours de son mieux pour sauver sa patiente, mais les médicaments étant épuisés, elle regarda la fille avec désespoir, pensant qu'elle ne pourrait jamais réparer la relation brisée avec sa fille et fut submergée par le chagrin. Bellamy savait que Murphy voulait se venger de lui, alors il négocia avec Murphy. Il s'échangea contre la sécurité de Jasper. Pour sauver Bellamy, Raven et Jasper s'approchèrent de la poupe du vaisseau, soulevant une planche pour entrer dans le vieux vaisseau, mais ils découvrirent une grande quantité de carburant inflammable. Réalisant qu'ils ne pouvaient plus utiliser d'armes à feu pour une attaque, il fut révélé que tous les terriens craignaient les Reapers, l'armée brutale extérieure des hommes de la montagne, qui, tout comme les terriens, sont également les descendants de ceux qui ont survécu à l'apocalypse nucléaire en cherchant refuge dans le mont Weather. Mais contrairement aux terriens, les hommes de la montagne sont vulnérables aux radiations nucléaires en raison de leur cachette dans des grottes. On dit que les hommes de la montagne récoltent le sang des terriens depuis 3 générations et kidnappent des terriens afin de créer des Reapers, les guerriers les plus forts. Sachant cela, Lincoln conclut que Tristan n'oserait pas les suivre dans le tunnel fréquemment traversé par les Reapers. Allumant une torche, les 3 se dirigèrent prudemment dans le tunnel sombre. Soudain, ils entendirent du bruit à proximité. Lincoln éteignit la torche et remit à Finn son précieux trophée, un carnet, en leur ordonnant de courir et de les attirer. La cavalerie de Tristan arriverait au coucher du soleil. Ils devaient évacuer avant cette date pour survivre. Il leur dit également de retrouver ses amis sur la côte en utilisant la carte. Après avoir parlé,
Lincoln tua courageusement un Reaper et attira les autres avant de s'enfuir. Ailleurs, Raven devait procéder avec une extrême prudence car le câblage de la cabine était emmêlé avec le système d'allumage. Un faux mouvement pouvait être désastreux. Murphy força Bellamy à mettre un nœud coulant autour de son cou, voulant se venger en le pendant à un arbre avant de le tuer. Bellamy essaya de gagner du temps en parlant à Murphy, qui lui ordonna de se tenir debout sur une boîte et de passer le nœud coulant autour de son cou. Pendant ce temps, Raven provoqua accidentellement une étincelle dans un fil, alertant Murphy, qui tira son arme dans le sol en dessous. Bellamy essaya de retirer le nœud coulant, mais Murphy repéra le tabouret d'un coup de pied, le laissant suspendu par un fil. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit enfin et les délinquants firent irruption, mettant rapidement Bellamy en sécurité. À ce moment-là, Murphy trouva des munitions et repéra une bombe artisanale. À l'aube, Clark et Finn coururent sans arrêt à travers la forêt. Finn, voyant le sang sur ses mains, était désemparé. Clark le réconforta en lui disant qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Soudain, une explosion éclata. Ils n'eurent pas le temps de réfléchir et coururent désespérément vers le camp. C'était Murphy qui avait utilisé la bombe pour faire un énorme trou dans la coque du vaisseau et s'était échappé. Bellamy ne le poursuivit pas. Il avait décidé de prendre un risque et de rechercher Clark, Finn et Monty. Jasper le serra fort dans ses bras, submergé par l'émotion. Clark et Finn retournèrent rapidement au camp, où Finn informa tout le monde de l'arrivée imminente des Terriens et les exhorta à partir immédiatement. Cependant, Bellamy affirma qu'il devait rester au camp, estimant qu'il n'y avait pas d'endroit plus sûr. Clark n'était pas d'accord avec Bellamy et convainquit tout le monde de faire ses bagages et de se préparer à évacuer. À ce moment-là, Raven recula en titubant, ayant reçu une balle dans l'abdomen de Murphy. Au sommet de l'arche, Théon sirotait son précieux whisky, revisitant de vieilles vidéos de l'enfance de son fils et de Clark. C'est lors d'un des dessins de Clark qu'il a repéré une lueur d'espoir. Avec les plans de l'arche en main, il est arrivé au centre de surveillance et a partagé son idée d'utiliser les propulseurs, qui maintenaient l'orbite de l'arche, pour propulser l'arche dans l'atmosphère. Son concept a été approuvé par l'ingénieur en chef. Une telle action entraînerait l'ouverture de l'arche, et avec la pression croissante, 95% de la structure exploserait pendant la descente. C'était un pari de risque et d'opportunité, mais il a décidé de tenter sa chance et a chargé l'ingénieur de repérer les 5% de l'arche qui n'exploserait pas. Clark a soigné la blessure saignante de Raven et a appris qu'il y avait beaucoup de carburant de fusée dans la coque du vaisseau. Bellamy a suggéré de négocier avec les Reapers, pensant que l'ennemi de leur ennemi pourrait être leur ami. Cependant, Clark avait vu la brutalité des Reapers et a catégoriquement refusé sa proposition. Elle mit Raven en garde comme un médecin, insistant sur le fait qu'elle ne devait pas bouger, car la balle n'avait pas encore été retirée. Elle convainquit Bellamy d'évacuer avec le groupe, soulignant que la centaine avait besoin de lui. À contre-cœur, Bellamy quitta le camp qu'il avait construit de ses propres mains. Mais dès que les délinquants furent entrés dans la forêt, ils furent attaqués par des armes cachées, provoquant la mort de l'un d'eux sur le coup. Terrifiés comme des poulets, les autres se dispersèrent vers le camp. Clark réalisa qu'il s'agissait des Boy Scouts envoyés par les Terriens. À ce stade, les avis étaient partagés. Octavia et Finn préconisaient de s'échapper et de fuir vers la mer de l'Est, tandis que Bellamy pensait qu'il devait adopter une stratégie défensive et livrer une bataille décisive contre les Terriens. En fin de compte, ils laissèrent la décision à Clark. Ayant raté le moment optimal pour agir, elle réfléchit et décida finalement de ne pas évacuer, choisissant de défendre le camp et d'affronter les Terriens. Les délinquants prirent position, se préparant au combat. Octavia, ignorant les supplications de son frère, était déterminée à affronter l'ennemi de front à travers le tunnel. Clark révéla alors son plan pour attirer l'ennemi plus profondément avant d'allumer la fusée, en utilisant les flammes environnantes pour incinérer les ennemis. Bellamy aimait particulièrement ce plan barbecue. Raven leur assura que, si on lui laissait suffisamment de temps, c'était techniquement faisable. Cependant, sa douleur s'intensifiait et elle avait perdu la sensation dans ses jambes. Le cœur lourd, Clark l'informa que la balle était logée dans sa colonne vertébrale et qu'elle saignait intérieurement. Finn se rappela l'agent hématique dans la grotte de Lincoln et décida de le récupérer pour Raven. Raven le supplia de ne pas risquer sa vie pour sauver la sienne, mais Finn était résolu. Après avoir fait leurs adieux, il partit en mission. Sur l'arche, Ken et l'ingénieur en chef simulaient un plan de voyage de retour pour les survivants. Cependant, il y avait 95% de chances d'explosion dans les différentes stations, et il était impossible de prédire les sites spécifiques. Cela signifiait que certaines personnes sur l'arche mourraient à ces endroits. Des murmures se répandirent parmi les résidents jusqu'à ce que Fallon les encourage, en reconnaissant que s'ils n'essayaient pas, ils allaient tous mourir. Toutes les stations spatiales de l'arche étaient prêtes, mais la détonation à distance avait échoué. Le mécanisme de séparation n'avait pas été activé et ne pouvait pas être réparé. Quelqu'un devait rester derrière pour un lancement manuel.
Kane détacha sa ceinture, prêt à se porter volontaire, tandis qu'Abigail le retenait, insistant qu'il devait y avoir une autre solution. Cependant, Cain était déterminé à expier ses erreurs passées et se leva résolument. Mais alors qu'il serrait les mains et disait ses adieux, l'arche se lança. La voix de Théon se fit entendre à la radio. Il avait activé manuellement l'arche avant tout le monde, décidant de se sacrifier pour l'espoir des autres. Les tambours de guerre résonnèrent alors que les Grunders se déplaçaient dans la forêt tels des fantômes. Raven était handicapé, et Clark peinait à trouver les circuits clés d'après ses instructions. Clark découvrit que le fil était brûlé. Perdu, Raven pensa à Jasper, qui tendait maintenant une embuscade à l'ennemi, et réalisa que les Grunders épuisaient leurs munitions. Bellamy ordonna alors un cessez-le-feu temporaire. Frustré, Tristan poignarda Murphy dans la cuisse en écoutant les conversations des délinquants via le talkie-walkie. Les Grunders commencèrent ensuite leur attaque officielle. Bellamy se retrouva face à un homme costaud qui voulait l'écraser, lui, un garçon maigre. Bellamy était sans défense jusqu'à ce qu'Octavia arrive pour le secourir, attaquant l'homme costaud par derrière et mettant fin à sa vie, mais elle fut immédiatement blessée à la cheville par une flèche. Finn avait atteint la grotte de Lincoln, et après avoir été informé, Lincoln lui jeta l'agent hémostatique, prêt à retourner au camp avec lui. C'est alors que Finn remarqua des portraits de Reaper éparpillés au sol et se souvint des paroles de Bellamy. Il partagea ses pensées avec Lincoln, suggérant qu'il devrait tirer parti des Reapers, les ennemis des Grunders. À ce moment-là, Raven s'évanouit de douleur. Jasper dut continuer à chercher d'après ses instructions précédentes, quand soudain une boule de feu éclaira le ciel nocturne. C'était l'arche qui brûlait lors de sa descente. Un bruit étrange éclata, Finn et Lincoln ayant attiré les Reapers, entraînant une mêlée entre les Reapers et les Grunders. Au milieu du chaos, Finn parvint à retourner au camp, tandis que Lincoln trouva Octavia blessée et décida de l'emmener pour qu'elle reçoive des soins. Cette fois, Bellamy ne l'arrêta pas. Avant de partir, il dit à sa sœur de partir avec Lincoln car il voulait qu'elle survive. Les frères et sœurs s'embrassèrent en pleurant, et elle emporta rapidement le corps lourd d'Octavia. Après avoir repoussé les Reapers, Tristan mena les Grunders dans une violente attaque contre les délinquants. Raven injecta à Clark un agent hémostatique, mais il ne semblait y avoir aucun signe de réveil. Il ne pouvait désormais compter que sur Jasper. Clark sortit de la cabine, exhortant ses camarades survivants à revenir aussi vite que possible, mais l'attaque des Grunders était trop intense. Tristan infligea des coups sévères au visage de Bellamy. Alors que la situation devenait critique, Finn saisit une arme et se précipita sur Tristan, mais fut rapidement mis à terre. Poussé par Miller, Finn fit signe à Clark de se dépêcher de rentrer. Mais juste avant que la trappe ne se ferme, Anna fit irruption. Il y eut une erreur avec la connexion du contrôleur de Jasper. Alors qu'Anna s'apprêtait à attaquer, elle fut abattue par Miller par derrière. Voyant cela, les délinquants se ruèrent pour lui ôter la vie par vengeance, mais furent stoppés par Clark. De plus en plus de Grunders se rassemblèrent autour du vaisseau. Jasper démonta le contrôleur et, désespéré, il frappa 2 fils contre un aimant. Instantanément, le périmètre du vaisseau spatial se transforma en un gigantesque four. La vague de chaleur intense frappa les Grunders entourant le vaisseau, et ils n'eurent pas le temps d'esquiver, se transformant en un véritable barbecue de Grunders. Depuis le centre de contrôle de l'arche, Théon appela les différentes stations spatiales, mais seule Abigail répondit. Après avoir ouvert la trappe, Abigail fut stupéfaite par la beauté de la Terre, un panorama de verdure, des jungles denses, et un air qui portait une légère odeur de douceur. Elle décrivit les merveilles de cet endroit à Fallon, qui fut sincèrement heureux pour tout le monde et soulagé que son sacrifice n'ait pas été vain. Il sortit alors son whisky précieux et but à l'espoir d'une réunion prochaine, ignorant le code de la route et les règles de sobriété. Après un moment, Clark ouvrit la trappe. Devant elle se trouvaient de nombreux squelettes, la bouche béante, morts vraisemblablement dans une grande agonie. Elle tenta de retrouver Finn, quand soudain, plusieurs grenades fumigènes rouges tombèrent du ciel. Anna murmura que le plus grand ennemi des Grunders, les hommes des montagnes, étaient arrivés pour montrer leur force. Puis tout le monde commença à s'évanouir à cause du gaz, et peut-être aussi de la terreur face à la brutalité des hommes des montagnes. Dans un état second, Clark vit quelqu'un portant un masque à gaz lui pointer une arme, mais lorsqu'elle se réveilla de nouveau, elle se trouva dans une pièce blanche. Elle retira la perfusion et vit Monty enfermé dans la pièce d'en face, ainsi que l'enseigne, Mont Weather, service de quarantaine. Voilà ce qui conclut notre récapitulatif de la première saison 1 de la série des 100. Entre alliances fragiles, lutte pour la survie et révélations choquantes, cette saison a posé les bases d'un monde où chaque décision peut être fatale. Alors que la survie devient de plus en plus incertaine, les survivants de l'Arche et les 100 devront faire face à des menaces encore plus grandes. Restez avec nous pour la saison 2, où la tension monte d'un cran, avec de nouveaux ennemis et des découvertes qui changeront tout. À très bientôt pour la suite.